Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Explosion de résultats. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que, bien évidemment, le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont bien évidemment Twitter, également TikTok et Instagram sur Tino-Bourse et sur Facebook le podcast de la bourse ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Mes partenaires évidemment Trade Republic avec le code qui est inscrit sur votre écran qui vous permet d'avoir un petit cadeau de bienvenue lorsque vous ouvrez un compte l'expertise fondamentale avec mes amis de Ibu, Urutia, la gestion privée, avec notamment, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo incroyable sur les produits structurés que nous avons réalisé il y a 2 semaines, et puis bien évidemment le logiciel que j'utilise pour mes analyses techniques, le logiciel qui est gratuit de ProRealTime, la technologie au service de votre trading. Petit zoom sur Trade Republic qui, vous le savez, est un broker. Alors moi je l'utilise pour les cryptos, mais également vous pouvez l'utiliser surtout lorsque vous faites des investissements long terme, du DCA, des choses comme ça, puisque Trade Republic, il n'y a pas de frais sur les investissements programmés et c'est 1 € l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre si c'est hors investissement programmé. On passe à évidemment la vidéo du jour. On a un programme chargé, beaucoup de publications cette semaine. On va en dire 2 mots. Il y a de l'actualité, il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vais faire une première partie parce que ça m'a été demandé et je trouvais que c'était assez pertinent quand il y a des choses à dire, de faire une petite intro écho, un petit peu synthèse de la semaine. Vous allez voir et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on aura au programme de cette vidéo, bon, Kering évidemment, hein, Hermès LVMH, toute la partie luxe, ST Micro Electronics, XFAB Soitec, ça c'est la partie semi-conducteur, Airbus Alten qui a publié aujourd'hui, qui s'est bien cassé la gueule, Pernod Ricard, Interparfum, Eramé, Valeo, Nexity, Rémi Cointreau, Bastide, le confort qu'on suit depuis un petit moment, qui a donné des signaux très intéressants cette semaine d'ailleurs, Schneider Electric, Carrefour, Eurofin Scientifique, Fnac, qui continue de pousser, Ipsen, Crédit Agricole, une petite bancaire, Michelin, Orange, Veralia, Voltalia, Air Liquide, et puis on partira aux États-Unis avec Fortinet, Meta, Facebook hein, évidemment, qui a fait l'actualité, et bien évidemment Tesla. On en a parlé beaucoup cette semaine, ça a été très marrant cette semaine. On va en dire 2 mots, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on avait dit la semaine dernière sur LVMH, et puis j'aurai un titre à suivre. Alors c'est difficile hein, dans les périodes de publication, mais j'aurai un titre, notamment un petit titre belge que je suis depuis un petit moment, qui est pas mal, qui se met dans une configuration intéressante. Je sais pas quand est-ce qu'elle publie, mais en tout cas la config est intéressante. Et donc je vais commencer une petite nouveauté avec eh bien, le résumé de la semaine. Je vais d'ailleurs tout de suite, si je la trouve, me voici, me voilà. Je vais activer ma webcam parce que alors, il y a, dans les commentaires, comme vous le savez, je lis systématiquement et je vous remercie encore une fois pour le nombre de commentaires que vous laissez à chaque fois. Ça me permet moi aussi de voir sur quoi vous voulez qu'on oriente les vidéos. Ça me permet aussi de voir éventuellement et de m'adapter par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, merci régulièrement de mettre les commentaires pour dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et éventuellement suggérer des idées. Et il y en avait une, je crois il y a 15 jours, quelqu'un qui m'a dit ce serait bien que tu prennes 5 minutes quand évidemment il y a de l'actualité pour nous faire un petit résumé de la semaine, un petit résumé éco. Écoutez, cette semaine il y a des choses à dire parce que j'ai relevé 3 graphiques qui me semblaient, alors vous savez je suis passionné d'économie, mais voilà, si je devais ressortir 3 graphiques intéressants cette semaine pour vous donner un petit peu le sentiment etc du marché, déjà la première chose c'est que évidemment on est entre midi et 2 hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc à 14h30 il va y avoir les chiffres de l'inflation. J'ai hésité à enregistrer cette vidéo avant ou après les chiffres de l'inflation, et puis finalement j'ai décidé de la faire avant, car je ne voulais pas être influencé par les résultats du CPI, et enfin de l'inflation. Et donc du coup, je voulais pas, si vous voulez, je voulais pas
Je voulais pas être noyé par le bruit, je préférais le faire avant. Évidemment que les chiffres de l'inflation vont impacter tout à l'heure le marché, il va y avoir de la volatilité, mais il peut y avoir des contre-pieds, etc. Bref, donc je voulais faire la vidéo dans la mesure du possible avant. Peut-être qu'elle se terminera d'ailleurs au moment de l'annonce de l'inflation américaine, donc on risque d'avoir de la volatilité. Qu'importe, on s'en fiche, mais c'était la chose que je voulais vous dire au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est exactement 13h07. Donc vous voyez que il va se passer des choses dans une grosse heure. Et donc certainement au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura eu de l'incidence sur les marchés. Le premier graphique que je voulais vous dévoiler, entre guillemets, qui est intéressant, c'est évidemment celui-ci, c'est les taux. C'est les taux parce que, vous le savez, le marché était beaucoup monté sur le dernier trimestre de l'année 2023 sur des spéculations sur le fait que éventuellement la Fed et les banques centrales allaient pivoter, puis finalement, donc pivoter au mois de mars, finalement c'est reporté à minima, évidemment puisqu'on est au mois d'avril, à minima au mois de juin, et puis on voit que eh bien, les prévisions, hein, les prédictions entre guillemets sont plutôt à septembre, voire même éventuellement il y a quand même 36% des interrogés qui estiment qu'il n'y aura possiblement pas de baisse de taux cette année. Moi j'y crois pas, je pense que la Fed pivotera cette année, je pense que ne pas le faire ce serait suicidaire, ce serait dangereux, très dangereux même, je pense même déjà qu'elle aurait dû le faire. La problématique c'est que évidemment, eh bien, on se heurte à des rebonds de l'inflation et évidemment, comment dirais-je, l'épée de Damoclès, c'est qu'on soit dans un scénario semblable aux années 70, où on avait eu effectivement une montée de l'inflation, une baisse avant un retour très, très fort de cette inflation-là. C'est pas du tout mon scénario privilégié. Moi, je pense qu'on est sur des rebonds techniques de l'inflation et que, sauf événements évidemment géopolitiques, etc., etc., mais pour moi, la Fed ne doit pas penser à ça. A priori, l'inflation ne fera que des rebonds et repartira à la baisse. Je pense qu'on est plus sur un scénario de l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, où on a vu aussi, bon, évidemment, juste après-guerre, on a vu un rebond fort de l'inflation parce qu'il y avait de la demande, il fallait reconstruire, etc., etc. Derrière, on a vu une chute et on a vu des rebonds comme ça pendant une année, je crois, ou deux, je sais plus, avant de repartir. Je pense qu'on est beaucoup plus dans ce scénario-là, pour moi, et donc je pense que le danger, c'est justement qu'on impacte trop l'économie avec des taux très forts. En Europe, nous sommes touchés, hein, on le voit tous évidemment très bien, le marché de l'immobilier est à l'arrêt, et qui dit l'expression, vous la connaissez, hein, quand le bâtiment va, tout va. C'est vrai, parce que l'immobilier, c'est un nombre incalculable de métiers qui sont associés. Il y a les notaires, vous avez évidemment derrière tout le secteur du BTP, vous avez les artisans, vous avez le secteur du bricolage, vous avez la peinture, vous avez fait, bon, bref, tout un nombre incalculable. Les banques, bien évidemment, un nombre incalculable de métiers qui sont liés à ça. Et donc, forcément, pour moi, le danger, hein, c'est que quand on laisse des taux très hauts, eh bien, il y a moins d'investissement. S'il y a moins d'investissement, tous ces métiers-là, forcément, sont impactés de manière négative. Il est possible, en effet, que la Fed n'ait pas le courage de pivoter là au mois de juin. Moi, je pense toujours qu'elle va le faire. Du moins, je l'espère fortement. Je pense toujours qu'on est quand même, ils vont pivoter au mois de juin. Si elle ne le fait pas, il est possible, pas probable, mais possible, et c'est ce que j'espère pour une fois, que Madame Lagarde et la Banque Centrale Européenne le fassent avant. Et là, ce serait une grande surprise que l'Europe, et ce serait justifié d'ailleurs, parce que nous en Europe, on a effectivement trop peu de croissance, et on n'est pas dans la même situation économique que les États-Unis. Il faut absolument que Madame Lagarde, elle, quoi qu'il arrive, que M. Powell décide ou pas de pivoter aux États-Unis, il faut absolument, et je l'espère, que Madame Lagarde aura, et ses collègues, Madame Lagarde aura le courage de pivoter pour nous, pour Européens et Français, bien évidemment, on puisse sortir un petit peu la tête de l'eau, parce que sinon l'impact clairement il sera important et on aura, je pense, une vague de chômage qui va arriver derrière, et c'est là où très certainement on aura vraiment des difficultés majeures, voilà. S'il n'est pas déjà trop tard d'ailleurs, je pense que c'est ce que
Ce qu'il faudrait faire. Évidemment, alors la stat est inquiétante. Il y en a qui ont dit, ouais, mais cette stat, elle est pipée. J'ai lu ça, je sais plus trop où. La stat du PIB trimestriel américain, qui est une stat catastrophique, puisque si vous voulez, le trimestre précédent, nous étions à 3,4. On estimait, les attentes, c'était 2,5% de PIB. On est à 1,6. 1,6, donc c'est catastrophique. Et j'ai lu à droite à gauche, que ces résultats étaient, c'était des résultats qui étaient sortis pour faire peur. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. S'il y a bien un gouvernement actuellement qui n'a aucun intérêt à faire peur, c'est bien le gouvernement Biden. Et donc, je ne suis pas du tout persuadé que le gouvernement Biden ait intérêt aujourd'hui à faire peur sur le PIB trimestriel. Je pense que les chiffres sont exacts. Le mandat, globalement, du gouvernement Biden, pour moi, il est plutôt même négatif. Et la seule chose qui allait à peu près bien, c'était la résilience de l'économie américaine. Donc si en plus ça se met à plonger, je pense que ce sera extrêmement négatif dans le cadre d'une réélection de M. Biden. Et donc pour moi, ça c'est plutôt une stat en faveur de Donald Trump et éventuellement d'une future élection de Donald Trump. Donc tout ça pour dire que pour moi, hein, c'est une stat qui est malheureusement réelle et si elle l'est, c'est quand même un signe quand même très négatif de fort ralentissement également, enfin, aux États-Unis. Donc, pour moi, voilà, c'était la deuxième chose que je voulais remonter, qui était pour moi très importante. Donc, tout ça, c'est pour contextualiser un petit peu où en sont les marchés aujourd'hui, hein, et globalement vers quoi on tend. Et enfin, tout ceci, bien évidemment, est dans le cadre, vous le savez, bien évidemment, des élections donc américaines. Et dans le cadre des élections américaines, alors il y a deux choses, hein, à savoir que dans les années statistiquement d'élections américaines, vous voyez que, effectivement, donc, en bleu, hein, c'est la courbe actuelle, si vous voulez, de l'année 2024 de performance, hein, sur le S&P 500. Et en orange, ça doit être du orange à peu près, on est sur la moyenne, si vous voulez, depuis 1956, je crois, oui, sur la moyenne de performance. Et on voit que, pour le moment, on colle assez bien, malgré la violence ici de la baisse, on colle assez bien sur globalement ce qui s'est passé statistiquement par le passé, c'est-à-dire que globalement, hein, de janvier jusqu'à avril, on a de la hausse, et ensuite jusqu'à, on va dire, l'été, le début de l'été, jusqu'au mois de juin, on a généralement des marchés qui consolident. Alors là, la consolidation, elle s'est accélérée, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir plutôt une stabilisation des marchés, et après, éventuellement, on aura un petit peu plus de performance. À noter quand même que cette performance se fait généralement dans de la volatilité, hein. Il faut le savoir, historiquement, à partir du mois d'avril, en année d'élection américaine, vous avez le VIX qui augmente, donc la volatilité, si vous voulez, qui augmente pour des raisons. Voilà, est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a peu importe, en tout cas, ce sont des faits. La volatilité augmente et donc vous avez des marchés qui sont beaucoup plus nerveux. Ça n'empêche pas de faire de la performance visiblement, mais en tout cas il faut s'attendre, voilà, à de la volatilité. Et nous cette semaine, de la volatilité on en a eu parce que dans tout ce contexte là on a eu en plus, et c'est le sens de la vidéo du jour, un petit peu spécial résultat. On a eu bien évidemment une avalanche de résultats et on a eu un peu de tout. Moi globalement je trouve que les résultats quand même, si on veut faire un petit peu une analyse, une synthèse globale, je dirais qu'à part quelques bigs et notamment américaines, pour le reste c'est moyen quand même. C'est moyen et donc c'est ce qu'on va essayer de bien évidemment de voir dans cette vidéo ensemble. Donc voilà pour l'intro, si vous voulez, l'intro entre guillemets, macro, synthèse, etc. Vous me direz si ce genre de choses vous plaît. Je trouve que c'est intéressant quand même pour contextualiser parce que, bien évidemment, les graphiques, c'est important, les résultats, etc. Mais tout ça évolue dans un contexte plus général, plus global et plus mondialisé, plus internationalisé, pardon, que nous, petits épargnants et petits investisseurs franco-français, même si je sais qu'il y a des amis belges qui nous suivent régulièrement, que je salue comme j'essaye de le faire le plus régulièrement possible. Voilà, donc vous me direz si cette intro potentiellement vous plaît, et si c'est quelque chose que vous souhaitez que je renouvelle, quand il y a des choses à dire, quand il n'y a rien à dire, si c'est pour faire du blabla, autant aller directement sur les graphiques.
Voilà un petit peu le contexte. Maintenant, on passe à l'analyse donc des indices, hein, évidemment, et donc l'analyse d'abord du CAC. Bon, le CAC, pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a eu effectivement cette poussée, on a la correction. Je suis sur un graphique hebdomadaire. Donc quand on regarde le graphique hebdomadaire, quand on prend un peu de recul, même si en intraday, on peut avoir l'impression en effet qu'on a une belle correction, finalement, lorsqu'on regarde en hebdo, la correction, elle est très petite. Et lorsque je regarde en mensuel, c'est juste finalement une bougie rouge qui apparaît, mais il n'y a pas encore le feu. C'est une petite alerte, certes, mais il n'y a pas encore le feu. Et comme je vous le disais précédemment, on reviendrait sur les 7006, que ce ne serait pas évidemment un scandale, loin de là. Maintenant, si je zoome un petit peu en unité de temps hebdomadaire, hein, moi je pense, et c'est ce que je vous dis depuis plusieurs semaines, je pense que globalement la hausse elle a été faite sur 2024 et que désormais on est au tout début, hein, quelque part d'une figure un petit peu plus moyen terme. Alors voilà, est-ce que ça va être une figure, est-ce que ça va être un biseau descendant, est-ce que ça va être un triangle, est-ce que ça va être un range? Ça, très sincèrement, j'en sais rien. J'en sais rien parce que on manque bien évidemment de chandelier. Hein. Lorsqu'on est au début d'une figure corrective, vous avez la poussée et ensuite vous avez la première correction et ensuite la figure vous la connaissez pas. La figure ça peut être ça, la figure ça peut être quelque chose de beaucoup plus comme ça. Ça évidemment, à part s'appeler Madame Irma, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut quand même à peu près définir avec un peu plus de certitude, c'est que pour moi, c'est une figure corrective qui est en train de se dessiner. D'accord? Donc je peux faire une hypothèse de travail comme ça en biseau descendant qui viendrait nous faire revenir, là on va dire aux alentours des 7006. Hein, on pourrait très bien avoir une année comme ça, globalement en zigzag, avant qu'à la sortie de l'été, on ait une nouvelle jambe haussière. On peut avoir quelque chose comme ça. Bien évidemment, c'est un scénario, on peut en avoir d'autres. On peut également tout péter à la hausse. Tout est possible. Le seul truc qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer d'avoir des scénarios. C'est pas des scénarios justes, c'est des scénarios cohérents pour, lorsque le marché nous valide ces scénarios-là, on soit prêt à agir tout simplement hein, sur les marchés en fonction de ce qui a été préparé. Ok, donc moi sur le CAC 40, honnêtement, c'est de la neutralité, c'est globalement de la construction, ça va durer, c'est le fameux zigzag que je vous décris régulièrement. On le voit sur des journées d'hier, voilà. Alors au moment où je vous parle, à 13h, 13h20, on sauve la M10, mais encore une fois, les chiffres de l'inflation en 14h30 vont certainement déterminer si on va pousser vers le haut et aller chercher la rupture des 8150, ou alors on va carrément aller plus bas et chercher la rupture des 8000. Mais entre les deux, très sincèrement, c'est de la neutralité. Tant qu'on évolue encore une fois dans cet espace de prix-là, globalement, c'est très difficile c'est très difficile de dire si on peut raisonnablement être positif ou négatif. Là où c'est quand même plus intéressant, en revanche, c'est que la figure de congestion, elle est beaucoup plus avancée sur les small caps. Elle est beaucoup plus avancée sur les small caps, et notamment les small. Quand je disais, je dis les mid and small, et notamment les small, c'est ce que je voulais dire, je m'exprime mal. Parce que globalement, pour moi, encore une fois, on est dans une espèce de range qui se situe entre les 11 300 points et les 11 900 points. Comme je vous avais dit la semaine dernière, tant qu'on est au-dessus des 11 006, on est du bon côté. Si on repasse en dessous des 11 006, on est plutôt du mauvais côté. Donc là, on est plutôt du bon côté. On repasse au-dessus de la M10, qui est d'ailleurs au point de passage pile des 11 006. Et là, pour moi, on arrive petit à petit à une construction de figure, là aussi, et je pense qu'on va avoir éventuellement des choses qui vont arriver sur les small caps. On casse par le haut, on casse les 11 006, on a le signal haussier pour aller chercher un bull run toute l'année, donc un gros rattrapage, pourquoi pas, des small caps toute l'année, pendant qu'on a éventuellement des big et des indices qui sont globalement en range, en construction de figure moyen terme. Ou en revanche, effectivement, on casse par le bas ce range en vert, on casse par le bas, on repasse sous la moyenne mobile à 200 jours, etc. On repasse sous les 11 003, 11 004. Et là, globalement, ce sera une détérioration sévère de l'économie. Ce sera certainement révélateur que l'inflation, les rebonds sont là. Certes, ça reste que des rebonds, mais ça ne permet pas à la Fed de pouvoir pivoter. La Fed annoncera très certainement qu'ils ne pivoteront peut-être pas dans l'année. Et là, très sincèrement, les small caps en souffriront. Et derrière, on aura une dégradation. C'est pas mon scénario privilégié. Moi, je reste encore positif à ce stade parce que pour moi, la figure, elle n'est pas cassée et que voilà, on a eu cette poussée, on a la congestion
Et pour moi, on a légèrement plus de probabilité qu'on casse par le haut. Casse par le bas, je serai le premier à vous dire que c'est terminé et que malheureusement, on réintègre tout ça et que la fête est finie. D'accord? Mais encore une fois, j'ai encore des raisons de... Moi, à ce stade, techniquement, j'ai encore des raisons d'espérer. C'est pas un biais, c'est pas... comment dirais-je, c'est pas un avis, c'est juste des faits. Et vous le voyez comme moi, je vous explique clairement, c'est toujours la même chose. Mon avis, je sais que ça, il ne vous intéresse pas. Et vous avez entièrement raison, mon avis n'a aucun intérêt et aucune importance. Ce qui est important, c'est comment on arrive à une conclusion. Comment on arrive à dire que potentiellement, on est positif ou potentiellement, on est négatif. C'est tout le raisonnement qui nous amène à penser ça, qui est intéressant. C'est toujours la même chose. C'est comme les gens qui vous expliquent qu'ils gagnent beaucoup d'argent en bourse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est comment ils sont arrivés à gagner beaucoup d'argent. C'est toujours pareil. Montrer une performance d'un portefeuille, c'est bien joli, qu'elle soit positive ou négative, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à cette performance-là. Et c'est ce que j'essaye toujours au travers de ces vidéos-là de vous faire comprendre, que ce soit techniquement ou là, un petit peu plus dans cette vidéo en termes d'économie, c'est toujours de vous expliquer comment j'arrive à des raisonnements et éventuellement des prises de position, etc. etc., etc. Après, ça marche pas. Je me trompe évidemment très très souvent, vous le savez, puisque vous me regardez régulièrement, mais à ce stade, il n'y a jamais personne qui me l'a trop reproché. Donc c'est que ça va. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc on va passer maintenant donc aux actions, puisque bien évidemment les actions, il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu beaucoup de résultats. Alors je vais avoir du mal à faire en moins d'une heure cette fois-ci, mais je vais quand même essayer d'aller vite comment dirais-je, dans les analyses. Bon, Kering, les résultats sont pas bons, mais on le savait. Il y a quand même une mèche basse sur un hebdo qui pour le moment réintègre, donc pour moi c'est quand même pas si mal que ça sur Kering. Moi je garde sur ce que je vous ai dit, hein. Moi je pense qu'un investisseur, il y a deux zones, la zone des 340 et la zone des 245-250 qui sont intéressantes. Moi je pense que quelqu'un qui investit 50% de son portefeuille là, 50% de son portefeuille là, sur du long terme, je pense que... Alors on me dit oui mais les chiffres de Kering sont pas bons. Oui mais moi ce qui m'intéresse c'est pas les chiffres de Kering maintenant, ni même l'année prochaine. Quand je suis investisseur, ce qui m'intéresse c'est les chiffres de Kering dans 5 ans. Est-ce que vous pensez que les chiffres de Kering dans 5 ans, ils seront bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui? Moi, je crois que oui. Je peux me tromper, mais moi, je crois que oui. Donc, un investisseur, aujourd'hui, il profite éventuellement du creux, quelque part, hein, de Kering, voilà, des difficultés de Kering pour acheter un petit peu moins cher en se disant que Kering est quand même finalement un grand groupe et que il arrivera potentiellement dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, il arrivera à se renouveler, il arrivera à avoir un petit peu plus de croissance, un petit peu plus de, etc., etc. Et éventuellement, il arrivera à poursuivre. Bon, ça c'est pour l'investisseur. Maintenant, pour le trader, c'est assez simple. Alors, ceux qui ont fait de l'intraday, nous on l'a tradé un petit peu sur le salon en intraday, hein, dans la baisse. Malheureusement, on s'est fait sortir en positif, mais on aurait pu accrocher plus, bon, qu'importe. Mais voilà, pour le moment, ça reste quand même baissier, évidemment. Hein. Voilà, on revient tester la moyenne mobile, au moment où on vous parle. Regardez un petit peu la moyenne mobile à 10 jours, pile poil. Voilà, je considère qu'il faut, pour moi, hein, véritablement, quand même, pour redevenir positif, repasser au-dessus des 350. 350, 354, combler le gap, et une fois qu'on aura comblé le gap ici, congestionner, et éventuellement ensuite rebreaker tout ça à la hausse. Ça, ce sera le signal. D'accord? Là, pour le moment, c'est de l'intraday. Hein. Ce sont les traders, hein, qui jouent comme nous un petit peu sur le salon, hein, en intraday, qui jouent des excès baissiers pour essayer de prendre quelques pourcents sur les rebonds techniques, etc. Mais pour le moment, ce ne sont que des traders qui agissent. Pour le moment. Je ne pense pas que ce sont des investisseurs qui, globalement, sont en train d'agir sur le titre Kering. En tout cas, sur une journée comme aujourd'hui. Donc voilà, Kering, de manière assez simple. Alors Hermès, ensuite, hein, donc on continue, hein, sur le secteur du luxe. Hermès, donc, c'est évidemment une tendance haussière. Les résultats sont quand même magnifiques, mais bon, voilà, on est très haut, évidemment. Donc, forcément, là aussi, on construit des figures. Et on le voit. Voilà, donc investisseur pour moi, bon ça c'était la vidéo précédente, hop, je efface. Donc pour moi, investisseur, est-ce que c'est le moment d'investir sur Hermès? Pour moi, la réponse c'est non. Maintenant, trader, évidemment, pour moi, il y a de la construction de figures. Voilà, donc éventuellement, si vous avez de la construction de figures avec de la petite congestion et des cassures par le haut, comme on a l'habitude
de le montrer dans les vidéos, eh bien là oui, des prises de position peuvent être éventuellement faites. Voilà, maintenant c'est très positif. En hebdomadaire, bien évidemment, bon ben voilà, hein, on est plutôt dans une tendance haussière. On a un peu plus de neutralité, mais c'est bien légitime. Et puis, bien sûr, en mensuel, hein, on est au-dessus de la M10 très largement, qui est plutôt, qui est pas plutôt, qui est très haussière. Le premier point de repli, au moins le premier point de repli, hein, si j'étais investisseur sur Hermès, en tout cas, je pense que voilà l'objectif. Voilà, si on a un repli, grosso modo, l'idéal ce serait qu'on ait une espèce de repli comme ça avant de repartir. Donc je dirais que toute la zone aux alentours des 1006 jusqu'à 1008 peut être une première zone intéressante pour pouvoir investir. Voilà, toute cette zone-là. Voilà. Bon, évidemment, comment dirais-je, on fera évoluer les graphiques, hein, c'est toujours pareil. Tout ça, c'est des projections. Je suis incapable, bien évidemment, vous vous en doutez bien, je suis incapable de savoir quels sont les chandeliers qui vont s'inscrire et quelle est la figure qui va être. Est-ce que ça va être une figure beaucoup plus large, beaucoup plus fine, beaucoup plus violente. Tout ça, bien évidemment, c'est impossible à déterminer. Alors, je me suis bien marré, hein, évidemment. Souvenez-vous, la semaine dernière sur LVMH, eh bien, il y a eu cette bataille entre les fondamentalistes et ceux qui font de la technique. On a vu le gap haussier. Donc, quand on a eu le gap haussier, les gens qui connaissaient LVMH nous ont dit: ah, mais oui, mais parce que la conférence de Bernard Arnault, elle a motivé tout le monde, etc. Elle était top. Bref, donc c'est que vous connaissez rien au dossier. Et puis, finalement, hier, on est allé plus bas que la veille des résultats. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que je vous expliquais la semaine dernière, hein, c'est juste qu'on est dans de la construction de figures, hein, sur LVMH, ni plus ni moins. Voilà, on commence à avoir là aussi des points de repère. Il y a des contraintes techniques, il y a des rachats de short, donc il faut toujours plusieurs jours avant évidemment d'avoir une véritable direction. Moi, ce que je vois pour le moment sur les VMH, c'est que ça construit. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous avez dit cette zone-là, si vous voulez investir, c'est une belle zone. Ceux qui ont investi sur les 770 hier, 770, 780, je pense que voilà, une première zone pour investir, c'est intéressant. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Donc ce que je pense, c'est que voilà, on est dans la construction de figure et que c'est seulement à la cassure qu'on aura une véritable direction. Soit on cassera par le haut, soit on cassera par le bas, et que là, on aura une nouvelle direction. Entre-temps, je pense que c'est de la neutralité, et on le voit d'ailleurs sur la bougie d'aujourd'hui, hein, c'est une petite toupie qui veut dire que voilà, on a eu beaucoup de volatilité, le marché respire, on a les contraintes techniques qui se sont échappées, les rachats de short, etc., qui se sont échappés, et donc désormais, il reste plus grand monde, et donc on a certainement très peu de volume aujourd'hui. Voilà, vous le voyez au moment où je vous parle, voilà, on a très peu de volume. Je suis pas surpris, parce que les contraintes techniques, elles se sont encore une fois globalement échappées, qu'il reste éventuellement les investisseurs qui payent éventuellement sur repli, et puis les traders, ils ne font rien, puisque les traders, ils savent grosso modo qu'il faut attendre la congestion de la figure. J'avance, évidemment, STM, hein, donc STM, moi vous connaissez mon avis sur le dossier, hein, moi je pense que c'est un dossier voilà, favorable. Donc il y avait éventuellement des choses à faire. Alors il y a de la volatilité, hein, là aussi, avec les résultats, etc. Les résultats qui sont pas terribles, mais ils sont pas non plus super moches. Bon voilà, hein, ça reste une valeur de qualité. Moi je vous avais dit voilà, que de toute façon, un investisseur dans cette zone-là, vous le savez, le bas de canal, c'était une zone pour investir. Ceux qui l'ont fait, je crois qu'ils ont été quand même sur le coup bien rémunérés. Et même si vous avez investi aux alentours des 38, que vous n'avez pas eu le point bas, derrière, vous avez pu prendre 5-6% quand même pour pouvoir alléger. Mais là aussi, hein, à l'image de LVMH, hein, grosso modo, il y a beaucoup de contraintes techniques. Pour le moment, on a très certainement un début de figure qui est en train de s'opérer. Donc on a la zone de résistance aux alentours des 40,5. On a la zone de support désormais qui est dessinée aux alentours des 36,5. Et entre les deux, mon cœur balance. Donc est-ce qu'on va avoir effectivement une figure intermédiaire là-dedans et qui va ensuite ou casser par le haut pour relancer le canal, ou casser par le bas, et là éventuellement stopper la tendance haussière de long terme? Ça, je ne sais pas, personne ne le sait, ni moi, ni vous, ni n'importe quel gourou. Mais en tout cas, pour moi, c'est de l'attentisme. Voilà, ceux qui ont joué le robot technique, bravo.
mais voilà, grosso modo, pour moi, c'est de la neutralité. D'accord? Bon, je trouve que fondamentalement, c'est un dossier qui a du sens, mais pour le moment, voilà, on peut même tracer des figures plus longues. Hein, regardez, si on trace un peu comme ça. Donc voilà, il va falloir du temps, ça peut mettre du temps, ça peut mettre des semaines, voire des mois. Ça va très certainement, je pense, mettre des semaines, voire des mois, pour la majeure partie des big caps. Sur le secteur des semi-conducteurs, évidemment, il y a XFAB. Alors XFAB, elle a du mal, elle aussi. On l'avait dit, donc le retour dans la zone pour les investisseurs. Et pour le moment, voilà, c'est toujours de la congestion. Donc on avait, souvenez-vous, ce biseau descendant. Hop, je nettoie un peu. Voilà. Tout ça pour que ce soit plus clair. Voilà. On avait ce biseau descendant, il a cassé par l'eau, on fait le pullback, on relance, on revient à zéro. Bref, tout ça, là aussi, c'est beaucoup de bruit. Alors c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant et c'est là aussi où, comme je vous le répète régulièrement, dans ces périodes-là de forte volatilité, la seule et unique manière on va dire, de ralentir un petit peu, de baisser un petit peu la volatilité de votre portefeuille, c'est de réduire les tailles de position. C'est-à-dire qu'au lieu d'être investi aujourd'hui à 70 ou 80% sur certaines lignes, vous devez vraiment réduire et reprendre un petit peu du cash parce que vous savez que vous allez avoir de la volatilité et que, eh bien, lorsque voilà, on prend un moins entre le plus haut et le plus bas le lendemain, on prend un moins 9, on le sent passer sur son portefeuille lorsqu'on est largement exposé, et c'est là où on panique, et c'est là souvent où on prend les mauvaises décisions. Donc il vaut mieux être légèrement sous-investi, quitte à rater des opportunités, c'est pas très grave. Mais encore une fois, au moins ça vous permet de garder de la psychologie, de bien dormir, de ne pas avoir mal et de vous dire de toute façon sur ce niveau-là, hein, XFAB où elle est, de toute façon, il y a un tel potentiel ici derrière, ça casse par le haut que de toute façon, même si on ne rentre pas sur le point bas, c'est pas très grave parce que, encore une fois, les perspectives techniques, elles sont intéressantes et en termes de performance, tout ça, c'est quand même globalement intéressant. Si on venait juste refermer le gap baissier du 9 février, hein, c'était pas il y a 8 mois, hein, c'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 15 ans, hein, c'était il y a 3 mois, hein, et bien, voilà, refermer le gap, ça fait encore une performance de plus de 30%. Donc vous avez le temps, encore une fois, voilà, vous avez le temps de maximiser et de pyramider vos positions si vous avez des signaux techniques. Maintenant, voilà, avoir une petite position pour la suivre, ce que j'appelle, hein, ça peut être intéressant aussi, voilà, pour sentir un petit peu comment la volatilité s'opère sur le titre, et ensuite ajuster en fonction des signaux techniques que vous avez à droite et à gauche. Ok ? Bon, alors sur les secteurs des semis moyennes, vous le savez, on la suit, c'est Soitec. Soitec, on l'a suivi, donc c'était sur la vidéo de la semaine dernière, le vendredi, vous avez dit que c'était intéressant. Donc on a eu effectivement la cassure, on a le pullback et voilà, on tente la relance. Donc pour moi c'est pas mal. Là aussi on est au début, hein, on est au tout début d'une construction. Il y avait une grosse zone qui était intéressante pour moi. On est au début de la construction. Pour jouer du rebond technique un petit peu plus long, je pense qu'il faut la suivre, Soitec, de toute façon. Tant qu'on est au-dessus des 85-65, pour moi, il faut suivre toutes les congestions et les constructions pour jouer du rebond technique. Attention, derrière, on aura très certainement une attaque baissière, une nouvelle attaque baissière. Là, c'est du trading, en mode rebond, mais le rebond, il peut générer en quelques jours 10, 15, 20%, voire 30% si on vient combler le gap. C'est pas négligeable quand même, d'accord? Donc, voilà, il faut tenir compte de ça. Pour moi, le signal, ce sera... vraiment, on aura un signal un petit peu plus profond, de moyen terme, etc. Ce sera sur le dépassement des 95,60. On a quasiment un triple top sur ce niveau-là. Si on arrive à dépasser ce niveau-là, on aura un signal. Voilà. En attendant, c'est de la construction. Certains, pourquoi pas, y iront une sorte de pôle, teinté pôle inversé, peu importe. Les figures chartistes, pour moi, même si je suis un chartiste, les figures chartistes, pour moi, n'ont pas forcément énormément d'importance. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien être très technique, très précis, etc. Malheureusement, malgré mon affection pour l'analyse technique, je suis obligé de vous avouer qu'elle n'est pas toujours si précise que ça, et qu'il est souvent plus important de repérer la constitution d'une congestion que de repérer la figure chartiste en elle-même. Finalement, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est le mouvement du prix et la volatilité, comme je vous l'explique très régulièrement.
Ok, donc voilà pour le secteur de semis. Bon, Airbus, bon, c'est une belle valeur, hein, Airbus, on va pas, voilà, qui profite en plus, bien évidemment, des difficultés de Boeing. Airbus, bon, on l'avait analysé, souvenez-vous, dans la vidéo des 20 meilleures actions, et je vous disais, on était par là, hein, d'ailleurs, je vous disais, c'est pas le moment d'investir. Je vous disais, c'est pas le moment d'investir, il faut attendre un repli. Bon, comme d'habitude, on me dit, mais des replis, il n'y en aura pas. Mais si, des replis, il y en a. Comme dans toutes les actions, c'est justement comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent. Elle s'est déjà repliée de 10% depuis la vidéo, 11% depuis la vidéo. Donc, vous voyez, et c'est peut-être pas fini, encore une fois. Et je vous l'avais indiqué, moi, la zone qui m'intéresse, pour un premier achat, en tout cas pour un achat investisseur, c'est éventuellement cette zone ici. C'est-à-dire la zone, alors on peut la faire plus large, on peut, voilà, peu importe, on s'en fiche. Après, vous ajustez, hein. Vous êtes tous, évidemment... largement au niveau pour pouvoir ajuster en fonction de votre profil. Voilà, on va dire aux alentours des 137, 140, 141, toute cette zone-là, grosso modo, peut être une zone intéressante. Donc moi, je pense qu'on va avoir du rebond et qu'on va avoir, grosso modo, quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Voilà, c'est le scénario numéro 1. Je ne dis pas que c'est celui-là qui va se réaliser, je dis que c'est le scénario numéro 1 et que donc, pour moi, on a une possibilité éventuellement de baisse supplémentaire sur le titre Airbus à moyen terme. Ok. Alten, donc des résultats décevants un petit peu, du moins le marché a été déçu. Ça reste pour moi hein, bien évidemment une belle valeur. Je nettoie un petit peu ma chambre parce que tout ça, éventuellement, ça n'a plus lieu d'être. Donc moi, Alten, hein, malgré la baisse, hein, je ne suis pas acheteur sur ces niveaux-là. Il y a deux zones. Il y a une zone long terme qui est ici. D'accord, donc l'investisseur long terme, c'est là. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne viendra pas. Bah, écoutez, elle a déjà baissé Alten de 28%. Donc, faire 24% supplémentaire, pourquoi pas? Tout peut arriver en bourse. Donc, gardez toujours en tête la possibilité que oui, même si ça peut mettre du temps, vous pouvez avoir un repli à proximité. Et un jour, il y aura un repli à proximité de cet oblique, croyez-moi. Maintenant, on a une possibilité de zone un petit peu, si vous voulez, intermédiaire, hein, pour celles et ceux qui veulent ne pas attendre cette zone un peu... je vais mettre en hebdo, ce sera plus clair, voilà. Celles et ceux qui veulent ne pas attendre cette zone-là, vous pouvez déjà un petit peu, si vous voulez, tracer... Voilà, vous pouvez tracer déjà des petits... Voilà, vous voyez, c'est une zone qui avait fait ici résistance, résistance, support, 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 support. Donc déjà, si vous pensez qu'elle ira jamais sur le support plus bas, si vous pensez qu'elle ira jamais là, bien écoutez, une première position dans cette zone-là, aux alentours des 110, 112, 113, 113,5, peu importe, peut être un bon moyen d'accumuler une première position. À renforcer, garder quand même du cash, on ne sait jamais si on va un petit peu plus bas dans la zone des 80, 85, 90, qu'importe. D'accord? Donc voilà, ça reste une valeur intéressante à long terme, c'est une tendance haussière, etc. etc. Mais voilà, pas négliger le fait que ben, on est sur un mouvement correctif et que ben, voilà, hein, après tout, voilà, on peut avoir un mouvement comme ça avant de repartir à la hausse. Et quand on le regardera avec beaucoup plus de recul sur notre écran, on se dira, bah ouais, finalement, c'était juste une correction dans une tendance haussière qui a pris jusqu'à 1400%. Donc quelque part, corriger de, je sais pas moi, de 40-45%, c'est pas non plus foufou. D'accord? Mais simplement, la problématique, c'est que si vous vous retrouvez dans cette correction, à un moment donné, vos émotions peuvent vous faire prendre de mauvaises décisions, vous faire couper vos positions, et ensuite, vous pourriez éventuellement le regretter. C'est pour ça que toujours, hein, encore une fois, hein, moi, je le dis et je le pense très profondément, un trader, bien évidemment qu'il a besoin de l'analyse technique, mais un investisseur, il doit absolument avoir des bases d'analyse technique. Il faut qu'un investisseur, si vous êtes investisseur long terme, vous devez vous former sur l'analyse technique. Pas besoin de prendre des formations à 15 000 euros, il n'y a pas besoin d'avoir tous les indicateurs, toutes les moyennes mobiles. Très franchement, aujourd'hui, vous pouvez vous former de manière très simple. Franchement, avec une dizaine d'heures maximum, vous pouvez arriver déjà à déterminer des niveaux clés pour vos investissements de long terme. Ok? Donc formez-vous. Il y a des gens très compétents sur les réseaux, il y en a moins, et vous pouvez aussi vous former seul. Hein, je veux dire, aujourd'hui, au travers les vidéos comme celle-ci et bien d'autres, vous avez quand même la possibilité, aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire de pouvoir vous former un petit peu seul. Pernod, donc Pernod Ricard, bon voilà, hein, pas mal, Pernod Ricard.
En ce sens que, bon, elle est revenue encore une fois hein, sur la zone. Voilà, donc toujours la même zone, la zone des 140, hein, toujours la même. Ça n'a pas changé pour moi, hein, c'est toujours ma zone d'investissement. Voilà, toujours si vous voulez investir et renfort éventuellement un petit peu plus bas. Voilà, les deux zones, elles n'ont pas changé. Hein. Vous pouvez regarder toutes les vidéos précédentes. Et là aussi, je pense que voilà, Pernod, elle est en train là aussi de dessiner des figures potentiellement un petit peu plus longues, un petit peu plus lentes, d'accord? Donc investisseur, ça vaut le coup. Trader, alors c'est une valeur un peu molle, hein, Pernod Ricard, c'est pas très volatile. Mais voilà, investisseur, voilà, si on arrive à repasser au-dessus des 146, voire 148, pourquoi pas. Mais encore une fois, voilà, c'est pas forcément, et au-dessus de l'oblique, voilà, vous pouvez tracer l'oblique, c'est pas forcément une valeur qui se trade beaucoup, plutôt une valeur à acheter sur repli parce que l'amplitude, si vous voulez, l'amplitude directionnelle, elle n'est pas très élevée, donc voilà, vous pouvez potentiellement, c'est un petit peu plus difficile à trader si vous voulez sur quelques jours. ITP, donc Interparfum, donc elle aussi toujours, hein, là aussi, toujours repli, encore une fois, on revient sur la zone, donc toujours la même chose. Moi, tant qu'on est dans le support oblique, c'est de l'achat, pour vous au moins des rebonds techniques, et après plus si infinité, d'accord. Donc investisseur, la zone ici, et si ça lâche, parce que encore une fois, il faut toujours garder une seconde cartouche, si ça lâche, grosso modo, n'omettez pas le fait qu'on on puisse revenir, voilà, on puisse à un moment donné, si ça lâche, revenir dans la zone des 36,5 à 39, d'accord? Donc là aussi, premier investissement pour, si vous pensez que c'est une belle valeur à avoir dans le portefeuille, premier investissement dans la zone des 48, deuxième investissement dans la zone des 38. Ça vous ferait un prix moyen, voilà, grosso modo, aux alentours des 30, des 44, hein, on va dire, grosso modo. Bon, 44 sur une valeur comme Interparfum, qui est une valeur, une tendance haussière, etc. Bon, finalement, c'est pas si affreux que ça, ok? Donc toujours avoir aussi cette vision. J'accélère jamais, je ferai une heure, c'est pas possible. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Eramé, ah bon, Eramé, ah ouais, Eramé, alors là, alors je suis tellement content parce que il y a beaucoup de gens qui étaient dessus et qui, j'ai reçu beaucoup de messages toute la journée voilà, depuis ce matin, donc je suis très content parce que là, voilà, on a fait le suivi depuis le début. C'est pas, voilà, c'est pas maintenant qu'on va dire, comme certains vont peut-être le faire, il suffit maintenant de remonter le stop et voilà, non. On l'a suivi depuis le début, on l'a suivi jusqu'au début là, de cette congestion-là, souvenez-vous, début janvier, et on parlait de cette congestion. Et comme je vous l'explique régulièrement, on ne peut pas savoir dans quelle direction ça va péter, pas possible, mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il y a des congestions comme ça qui s'opèrent, avec en plus, voilà, alors il faudrait l'avoir en hebdo, je pense, voilà, avec, vous voyez, ici c'était là, voilà, ici là, toute cette zone-là, avec une forte baisse des volumes. Regardez, hein, là, on le voit bien, hein, c'est très clair. La baisse des volumes ici dans la congestion. On sait pertinemment qu'il y a 9 chances sur 10 qu'on ait un mouvement violent derrière. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où on a breaké en hebdo, il faudrait presque pas la montrer finalement en journalier parce que l'hebdo est magnifique. À partir du moment, vous voyez, on avait ce pivot là, magnifique, regardez, magnifique pivot, le pivot à 66,60 €, 67 € grosso modo. À partir du moment où, pam, on pète le pivot, ce pivot là, j'espère que vous le voyez bien à l'écran, hein. Je ne sais pas si c'est, selon si vous êtes sur un téléphone, c'est peut-être pas hyper clair. Vous me direz. J'essaye de zoomer au maximum, vous voyez, ce pivot-là, avec la réduction de la volatilité, à partir du moment où on le casse, ben derrière, quand même, c'est pas rien. Hein. Derrière, c'est jusqu'à 35% de hausse, vous vous rendez compte? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, en 2 mois, c'est 35% de performance, et c'est peut-être pas fini. Alors, certains m'ont demandé les objectifs. Ben, les objectifs, vous les connaissez, puisqu'on l'a su depuis un petit moment. Moi, le TP, le gros TP numéro 1, c'était le comblement du gap, ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, c'était le gros TP. Bon, voilà. Est-ce que ça peut aller plus haut? Oui, bien sûr. Maintenant, prise de bénéfice. Pour moi, il doit y avoir, si vous avez suivi la congestion, etc., que vous êtes à 35% de gain, vous devez prendre vos bénéfices. Vous prenez vos bénéfices et vous mettez un stop. Voilà, vous prenez, je ne sais pas, 30%, 50%, 70% de bénéfices. Vous mettez un stop sur la moyenne mobile à 10 jours. Là, ici, là, vous voyez, voilà, vous mettez un stop.
et vous laissez en fond de portefeuille traîner. Voilà, en vous disant maintenant, ma position qui était court-termiste en swing, eh bien, ça devient une position long terme. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est tout le suivi, encore une fois, c'est tout le raisonnement et la discipline qu'on applique à une configuration technique pour pouvoir ensuite arriver à un résultat concret. Et c'est la répétition de cette méthode-là qui fait que à long terme, vous allez être rentable. Alors évidemment, Eramé, elle aurait pu péter par le bas, derrière les résultats, ils auraient pu être mauvais, on casse tout ça par le bas. Évidemment, tout ça, il n'y a pas de discussion. Mais il faut se dire que sur 10 configurations comme Eramé, il suffit que vous en ayez 3 ou 4 qui réussissent pour que vous soyez avec une performance positive sur du moyen long terme sur votre portefeuille. D'accord? C'est ça véritablement qu'il faut comprendre et c'est ça que la majorité des gens ont du mal à comprendre, c'est que vous pouvez avoir tort plus souvent que vous n'avez raison et pour autant vous pouvez être rentable. Parce que des positions comme ça, je veux dire, même si vous n'attendez pas de signal technique, que vous rentrez dans la congestion, admettons par là, que vous mettez un stop d'invalidation sous le plus bas, par exemple par là, ben, vous avez un ratio gain-risque qui est de toute façon très intéressant, même avec un stop à 15%, derrière, vous avez des ratios techniques qui sont intéressants. D'accord? C'est tout l'intérêt de la réduction de la volatilité, c'est pour ça que je chasse tout le temps et j'essaye tout le temps, semaine après semaine, de vous montrer les mêmes configurations. Alors, il y en a des plus court terme, parce que ce genre de configuration, vous le retrouvez sur du H4, sur du H1. Quand je dis H pour les débutants, c'est unité horaire. Donc, sur des petites unités de temps. Vous le retrouvez également sur des grandes unités de temps, sur du mensuel, etc. Et Eramé, c'est une configuration mensuelle. Et Eramé, quand vous regardez la config, voilà, c'est du mensuel. La réduction de volatilité, elle est là. C'est du mensuel, d'accord? Plus hebdo quand même, il faut être honnête. Plus, voilà, c'est plus visible sur voilà, regardez un petit peu. La réduction de la volatilité en hebdomadaire, c'est spectaculaire. On le voit bien. Vous pouvez pas, même si vous ne faites pas de l'analyse technique à haut niveau, entre guillemets, hein, c'est une manière de parler, bien évidemment. Mais un enfant de 5 ans se rend bien compte que là, l'écrasement des prix n'est pas du tout le même avec l'écrasement de prix que vous avez là. La volatilité, c'est pas du tout la même. Et donc, c'est ça qui fait que, quelque part, vous déclenchez après un mouvement intéressant. Un jour, je vous expliquerai, enfin, je l'ai déjà expliqué 1 million, mais un jour, je vous expliquerai pourquoi aussi eh bien, ce sont souvent des mouvements explosifs, pourquoi il y a peu de volume, etc. etc. Un jour, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Je vous ai déjà expliqué pour les plus anciens d'entre vous, mais je vous expliquerai pourquoi souvent ces mouvements-là, ils sont derrière explosifs. J'accélère parce que j'y arriverai jamais. Donc Valeo, toujours, hein, c'est pas mal, mais en difficulté quand même. On a éventuellement un retour, voilà, sur l'épaule, l'épaule, tête et épaule inversée, éventuellement. Mais ça patine, hein, quand même, ça va moins bien. Le premier mouvement, donc on l'avait fait, mais là on voit, voilà, on revient sur une zone de support. C'est difficile. C'est difficile, je vois qu'elle galère. Voilà, on attendait, souvenez-vous, cette construction de figure intermédiaire qu'on n'a pas eu. Derrière, ça a lâché. On fait le rebond, mais ça relâche. C'est pas top. Voilà, j'étais plus positif que ça sur Valeo. Alors nous, on est sorti. Hein. Nous étions rentrés, ben voilà, il y a toujours la PD au-dessus des 11,56. On est sorti sur la bougie rouge là. Voilà, bon, c'est pas perdu, hein, tant qu'on tient les 11,20 €, c'est pas perdu, mais c'est pas gagné non plus. Donc il faut faire attention. On va la surveiller et on va la suivre. Donc voilà pour Valeo, il n'y avait pas grand chose à dire. Nexity, c'est là aussi où le marché est intéressant. C'est que les résultats de Nexity, dans un premier temps, ils sont achetés. Alors il y a tellement de vendeurs que bien évidemment, derrière, on a des mèches hautes comme on l'a pour le moment sur Nexity. Moi, je pense que Nexity, encore une fois, vous pouvez avoir des mouvements spéculatifs, vous pouvez avoir des gros rebonds techniques hein, pour aller chercher les obliques, etc. Mais ne pas omettre que sur du long terme, ça reste baissier. Et ne pas omettre que le scénario, pour moi, numéro 1, le plus probable, c'est que nous soyons sur un biseau descendant. D'accord? Un biseau descendant qui nous projetterait sur les plus bas, éventuellement, de 2008, de la crise financière. D'accord? Donc pour moi, le scénario que je projette, l'hypothèse de travail, c'est éventuellement un rebond pour aller chercher les plus bas, voire les casser, et éventuellement après une reprise. C'est là-dedans, si on y va,
que voilà, éventuellement Nexity m'intéressera, parce que c'est le moment où tout le monde dira c'est la fin du monde sur Nexity, cette valeur ne vaut plus rien, etc. etc. On a cassé d'ailleurs les plus bas de 2008, ça va aller à zéro, et c'est là qu'il faudra s'intéresser. Si je vous en parle maintenant, c'est parce que je veux vous préparer psychologiquement à ce que vous allez voir sur les réseaux, c'est-à-dire que quand Nexity, si elle y va, ira aux alentours des 5 €, vous verrez tout le monde qui vous dira ça vaut rien, n'achetez surtout pas ça, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que vous devrez absolument mettre ça de côté, regarder vos graphiques et attendre des signaux techniques en unité de temps journalière et hebdomadaire. Et quand vous verrez les moyennes mobiles qui commenceront à repasser de manière haussière, etc., quand vous commencerez à avoir la mise en place de congestion, quand vous commencerez à avoir, etc., là, vous vous direz, ah, je me rappelle de ce que Tino a dit au mois d'avril 2024, il y a 3 mois, il y a 6 mois, etc. Et je dois me faire confiance et je dois essayer et je dois tenter parce que peut-être que je suis sur un point bas de long terme. Ok? Voilà, maintenant, au moment où je vous parle, c'est pas le cas, bien évidemment, ça reste baissier, pour moi on est dans la figure et que voilà, pour le moment, on peut s'amuser sur quelques jours à faire des petits swings agressifs en mode trading, mais globalement, faites attention parce que tous les rebonds techniques, dans un premier temps, ils vont être très certainement vendus. Ok? J'espère que je suis clair, hein, il faut me dire, hein, il y en a certains qui ne se gênent pas d'ailleurs pour me le dire, et ils ont bien raison, mais il faut me dire quand je ne suis pas clair ou s'il y a des choses qu'il faut que je précise. Avec toujours plaisir. Rémi Cointreau, alors, la bougie d'aujourd'hui, elle est catastrophique. Elle a ouvert un gap aussi. Alors moi j'en avais une petite ligne, j'ai allégé, ben, j'ai bien fait. Mais je crois que c'est ça. J'ai trop bougé mon... Ouais. Bon, qu'importe, c'est pas très grave, voilà. Bon, pour moi, sur Rémi Cointreau, bon, on est dans la construction de figure, hein, évidemment, c'est pas terrible. On a, ceci étant, on a cassé, si vous voulez, je nettoie, hop, voilà, on a cassé, si vous voulez, l'oblique en rouge baissière, on la casse et pour le moment ben, on forme la petite figure. Bon, c'est dans la difficulté mais c'est pas encore mort, encore une fois, tant qu'on évolue dans le range situé entre 87 et 97, on va dire, hein, ce range de 10 €, ben, grosso modo, pour moi c'est la construction de figure. D'accord, un peu à l'image du CAC Small. Tant qu'on évolue là-dedans, tout n'est pas perdu. On repasse, si on repasse, évidemment, sous la zone ici d'invalidation, là, par contre, et là, il faudra faire attention, c'est certainement que ce sera très dégradé. On ira certainement chercher les 78, voire même peut-être les 70, d'accord? Mais pour le moment, tout n'est pas perdu. Malgré la bougie, là, c'est vrai que la bougie du jour, elle n'est pas du tout encourageante. Mais bon, signal de moyen terme. Ça, c'est pour le court terme. Signal de moyen terme, c'est on repasse au-dessus de ce niveau-là, de la barre ici en bleu. C'est-à-dire on repasse au-dessus des 102, 103,5, 104. Voilà. Ça, et notamment hein, de la moyenne mobile ici à 200 jours qui viendra certainement s'aplatir. Voilà. Donc il faudra casser ce range-là, bien construire là-dedans et casser ensuite pour pouvoir véritablement relancer. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est du rebond technique, c'est du trading, etc., etc., etc. Ok, Bastide, on fait le suivi. Donc, je vous avais proposé un achat agressif sur Bastide semaine dernière. Donc, on est toujours hein, sur la même situation. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, celle d'avant même. C'était le vendredi 12, pardon. C'était pas celle de la semaine dernière, je crois pas. Peut-être, remarque, je sais plus. En tout cas, c'était une des deux dernières. Et vous avez dit, voilà, un achat potentiel au-dessus des 15,98 €. Stop d'invalidation sous les 14,52 €. On a breaké. Il y avait un double, triple, quadruple top. On le voit bien ici, parfait. J'imagine qu'il n'y avait plus trop de volume, comme souvent. Voilà, on avait regardez les volumes ici. Très très peu de volume. Encore une fois, le setup classique, vous le connaissez par cœur. Je vous en prends plus rien, malheureusement, mais encore vous restez me regarder, c'est gentil, si je vous apprends plus rien. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est que du coup, on a eu le signal donc, sur cette bougie-là, qui aurait pu être d'ailleurs hein, vu comme un faux signal, puisqu'on a eu la machotte. Parfois, il y a des faux signaux, hein, bien évidemment, hein, c'est pas du 100%, loin de là. C'est même souvent moins que 50% de réussite, mais encore une fois, c'est les ratios gagnants qui nous intéressent. Donc là, pour le moment, on break. Il y a éventuellement une plus-value latente jusqu'à 10%, donc c'est pas inintéressant. Et donc l'objectif pour moi, objectif numéro 1, c'est de revenir voilà, dans la zone déjà des 18,50 €, voire 20 €. Voilà, en dessous des 20 € grosso modo, prenez ça comme en TP numéro 2. Donc c'est pas totalement
inintéressant. Je regarde l'heure par rapport aux annonces de l'inflation, 13h56. Je vais essayer de finir avant l'annonce de l'inflation. Ok? Donc Bastide, très bien. Schneider. Alors Schneider, bon, je vais vous la mettre en long terme. Hein. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein, c'est magnifique. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'investir sur Schneider électrique, pardon. Très sincèrement, je ne pense pas. Pour un investisseur, voilà. Trader, oui, trader, éventuellement, il y a une construction de figures qui est en train de s'opérer, là aussi. Donc, éventuellement, si on a quelque chose comme ça. Investisseur, repli, à proximité, toujours la même chose, du support oblique et de la moyenne mobile. Très certainement à 200 jours qui viendra dans cette zone-là, peu importe. Donc ça peut être une zone qui peut être intéressante. Là aussi, on a une belle zone de friction, puisque vous le voyez, c'était une zone ici, qui a fait résistance, qui a fait également support ici. Donc, grosso modo, si on venait, à un moment donné, pour une raison X ou Y, cette figure en haut, là, finisse par casser par le bas, on pourrait acheter un investisseur dans la zone des 165 jusqu'à 175 à peu près pour un premier achat. D'accord. Pour le deuxième, on verra, il y a peut-être la zone des 135 jusqu'à 125 qui peut être intéressante. Bon, on verra au fur et à mesure. On reviendra bien évidemment sur Schneider Electric. Carrefour, eh bien, Carrefour, toujours la même chose. Alors, Carrefour, c'est une des plus belles congestions de long terme sur Euronext. Hein. Clairement, on le voit, énorme congestion, ça va bouger très prochainement. Le problème, c'est que on est sur le bas de la figure. Pour moi, Carrefour, en revanche, le signal, hein, il faut rester en hebdomadaire, grosso modo sur le titre Carrefour. Signal au-dessus des 16,35 € à pyramider au-dessus des 16,65 €. Si on passe ces niveaux-là, voilà, 16,40 €, 16,65 €, si on passe ces niveaux-là, si on arrive à breaker, là, par contre, il faudra acheter le titre pour pouvoir éventuellement jouer le mouvement puissant pour aller chercher les 18,70 €, voire les 21 €. En revanche, l'invalidation, pour moi, hein, Carrefour, il faudra faire très attention, en revanche, si on commence à repasser sous les 14,62 €. Donc pour moi, ni positif, ni négatif, ni positif malgré le slogan, avec Carrefour, je positif, mais à ce stade, c'est de la neutralité et voilà, les niveaux vous les avez maintenant, c'est à vous de surveiller, il va se passer quelque chose sur Carrefour dans les prochaines semaines, je vous le garantis. Quand on a des congestions, on en avait une ici, vous voyez, derrière, on a eu un gros mouvement jusqu'à grosso modo, je sais pas, ça devait être 20 ou 30%, 45%, vous voyez, j'étais loin du compte. Donc on va avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse, j'en sais rien, c'est pour ça que je vous ai déterminé les zones pour pouvoir acheter, mais on va avoir un mouvement, on en reparlera, je vous le garantis. On va avoir un mouvement important sur Carrefour dans les prochaines semaines, très certainement. Ok? Et là aussi, j'ai pas regardé, mais les volumes, voilà, regardez les volumes, hein. C'est en forte baisse. Regardez la moyenne, clac, 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 clac. On voit, c'est véritablement, regardez les volumes, il n'y a plus de volume. Hein. Il n'y a plus de volume. On doit le voir peut-être encore mieux en mensuel. Voilà, regardez, hein. C'est très clair, très très clair. Donc, ce sont des éléments qui militent en faveur d'un mouvement violent sur Carrefour dans les prochaines semaines. Eurofin scientifique, des résultats moyens, voilà, bon, après, c'est pas catastrophique, hein. Donc nous, vous le savez, hein, on l'avait avec Ibou, avec mes collègues d'Ibou, on l'avait recommandé un achat à proximité des 50, donc c'était plutôt pas mal. Maintenant, voilà, maintenant c'est la construction de figures, donc voilà, les mouvements, on les avait plutôt eu. C'est plutôt pas mal. Je nettoie tout. Ouais. Hop, je nettoie. Il faut faire le ménage de temps en temps. Voilà, bon, c'est de la neutralité, hein, pour moi. Je sais pas trop. Très honnêtement, c'est de la neutralité sur Eurofin scientifique. Peut-être un achat éventuellement à proximité de cette figure-là. Voilà, pourquoi pas. Voilà. On manque encore d'éléments, hein, mais effectivement, si le support là, avec la moyenne mobile 200, fait quelque chose qui ressemble à ça, ça peut être intéressant. Par contre, si on commence à repasser sous les 52, 53, 53,5,
là ce sera pas bon. Et par contre le signal vendeur, signal vendeur, si on casse l'oblique déterminé ici par cette flèche en bleu. Fnac, assez content du chemin parcouru par Fnac, parce que c'est vrai que quand j'en avais parlé, c'était pas très... au départ, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient favorables. Là, je vois qu'il y a des graphes sur Fnac qui commencent à sortir. Bon, on la suit depuis un petit moment, vous le savez. L'oblique, toujours la même chose. L'oblique, la cassure de l'oblique, la grande figure, la petite figure ici. La petite figure casse par le haut. Vous avez proposé un achat au-dessus de mémoire, au-dessus des 28,75 €. Que ça devait être quelque chose comme ça. L'invalidation était là. Derrière, on break et c'est très positif. Là, maintenant, on a quand même quelque chose qui s'apparente à un signal de moyen terme. Donc, désormais, vous remontez l'invalidation. Pour moi, tant que Fnac se maintient au-dessus des 30 €, pour faire simple, au-dessus des 30 €, c'est très positif. Et je pense qu'il faut continuer à payer Fnac. Si on a des congestions, il faut continuer à payer Fnac sur toutes les congestions potentielles que vous pouvez avoir. D'accord? Parce que pour moi, on est en train véritablement d'acter un potentiel retournement. D'ailleurs, regardez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et je pense que celle-ci va dans un premier temps évidemment s'aplatir et éventuellement va ensuite se redresser pour accompagner une potentielle nouvelle tendance haussière sur le titre Fnac. Ok. Ipsen, donc Ipsen, pareil, donc ils ont annoncé des résultats cette semaine. On la suit depuis un petit moment, vous le savez, là aussi, je vous renvoie à toutes les vidéos précédentes. Support oblique. Souvenez-vous, la grande figure, on casse, tout ça, ça va été tracé. Moi, je ne retrace pas par derrière. Vous pouvez vérifier les vidéos précédentes. Je vous avais dit, cassure, on aura la formation de la figure intermédiaire, de la petite figure, et là, on aura le break. C'est très exactement ce qui s'est passé, parce que c'est généralement, pas toujours, mais généralement ce qu'on observe, ce qui se passe, et donc pour le moment tout se passe bien. Là aussi il faut la suivre, c'est pas fini, il faut la suivre, et ce qu'on va attendre c'est la congestion là-dedans. Si on a une nouvelle congestion là-dedans, on achète la cassure pour aller chercher les objectifs, d'accord, les objectifs qui sont indiqués ici. Je rappelle que Ipsen, c'est spéculatif, en ce sens qu'une news peut éventuellement vous faire mal. Donc il faut money manager sa taille de position par rapport à cela. Pour autant, Ipsen, c'est une tendance haussière de court, de moyen et de long terme. Ok. Donc on privilégie toujours les tendances haussières. Tendance haussière de court et moyen terme, il y en a une, c'est une financière, c'est Crédit Agricole. Je vais commencer dans un premier temps par faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire commencer par la petite unité de temps. La petite unité de temps, souvenez-vous, on parlait de ce break ici du triangle ascendant, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Le triangle ascendant, il a été pété. On a fait le pullback, mais on n'est pas revenu aussi bas. Vous voyez, j'attendais un petit peu plus bas. J'attendais vraiment un retour un petit peu plus bas. Bon, c'est comme ça. Derrière, pouf, on a relancé. C'est très positif. Il n'y a rien à dire. D'accord? On est au-dessus de la moyenne mobile, de toutes les moyennes mobiles, de toutes les unités de temps. C'est positif. Point à la ligne. Maintenant que j'ai dit tout ça, et j'adore, vous le savez, bon, j'ai un biais, évidemment, pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement sur les bancaires, j'ai un biais, mais malgré ce biais, je suis obligé, si je prends un petit peu de recul, de vous le montrer le graphe mensuel, et lorsque je vous montre le graphe mensuel, ou plutôt hebdo, eh bien, on s'aperçoit que oui, c'est très positif, mais on s'aperçoit que oui également, voilà, quand on regarde le graphe, depuis 2008, les zones ici, grosso modo, entre les 15 et les 14 et les 15 euros, sont souvent des zones de prise de bénéfices. Alors on me dit, oui, mais cette fois-ci, les banques sont beaucoup plus solides, etc. Peut-être, et je suis assez d'accord là-dessus, pour être sincère avec vous. Pour autant, ne soyez pas non plus aveuglés par ça. D'accord? J'envoie certains qui me disent, moi je m'en fiche, de toute façon j'ai un bon prix, j'ai un prix à 10, j'ai un prix à 8, j'ai un prix à 5, donc j'en ai rien à foutre. Ne soyez pas, ne soyez pas non plus obsessionnels par votre prix. Vous avez un prix bas, tant mieux. On me dit le dividende, tout ça, tant mieux, très bien. Je ne vais pas faire le sujet des dividendes aujourd'hui ni maintenant. Toujours est-il, soyez intelligent quand même si vous avez un prix bas. Prenez éventuellement des bénéfices, ou si vous ne voulez pas prendre une partie de vos bénéfices, ce que je peux comprendre encore une fois, mettez des stops partiels. D'accord? Voilà, mettez des petits stops partiels. Voilà, vous mettez par exemple un petit stop sur 30% de votre position ici, un petit stop sur 30% de votre position là, un petit stop sur 30% de votre position là, j'en sais rien, qu'importe. Mais pensez aussi que vous avez le droit de vous tromper, et Crédit Agricole peut à un moment donné, voilà, repartir en tendance baissière, et ce serait dommage que votre prix
fantastique, vous le retrouviez dans 6 mois et que vous disiez mince, j'avais fait x2 ou plus 40% sur ma ligne et j'ai tout retracé. Parce que si vous avez pris des bénéfices partiels, vous pourrez reprendre aussi avec vos bénéfices partiels, éventuellement plus bas. D'accord? Donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut tout vendre. Il n'y a aucun signal technique aujourd'hui qui me fait dire que c'est le moment de vendre Crédit Agricole, ni aucune bancaire d'ailleurs, pour être franc. Mais pour autant, vous devez quand même avoir à l'esprit toujours que les tendances finissent toujours par se retourner. Ok? Pas les anticiper, mais il faut l'avoir dans un coin de sa tête. J'accélère, décidément. Michelin. Bon, je fais vite, hein, Michelin, c'est évidemment une belle tendance haussière. Moi, je suis très positif, bien évidemment, sur Michelin, mais pas sur ce niveau de prix-là. D'accord? Pour moi, c'est un repli qui sera intéressant, éventuellement sous la zone, grosso modo, des 30 euros, voilà, plutôt à proximité de ce support oblique. Il n'y a rien à dire, c'est haussier, c'est une boîte merveilleuse et magnifique. Orange, écoutez, Orange, c'est pas si affreux que ça. Alors c'est une tendance baissière, etc. Mais un peu à l'image aussi quand même de Carrefour. Tout n'est pas encore totalement perdu. Alors on aura véritablement le retournement si on arrive à péter ici les 12 euros. Mais pour moi, on est toujours quand même dans une construction de figure intermédiaire. Et je pense, là aussi, lorsque je vois un petit peu les volumes, encore que c'est moins vrai sur Orange que sur Carrefour, mais je vois de la construction de figures. Donc on passe sous les 10 euros danger, on passe au-dessus des 11,40 €, on redevient positif pour aller breaker ici la zone des 12 euros. Verallia, donc les résultats, alors moi j'avais une ligne que j'ai allégée d'ailleurs, sur Verallia, et j'ai oublié en fait tout simplement de l'alléger à minima avant les résultats, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié et j'ai pas eu le temps, les deux, et donc si vous voulez, quand j'ai vu les résultats, j'ai dit oulala, les résultats ils sont pas terribles. Et ben, le marché les a achetés, donc voilà, ça c'est un bon exercice d'ailleurs pour vous, le soir quand vous voyez les résultats, même si vous n'êtes pas actionnaire, hein, vous prenez 2-3 résultats de sociétés importantes le soir, à 17h30, 18h, vous regardez les publications, et vous faites une estimation sur le pourcentage sur lequel va ouvrir l'action. Et vous essayez d'estimer si vous êtes bon ou pas bon. Et vous allez voir que, en tout cas pour ma part, je ne suis pas bon sur les prévisions. En tout cas, bon, pour le moment, Verallia, donc c'est du bruit de marché, on est toujours dans la construction de figures, et là, on se met quand même à l'abordage pour pouvoir venir breaker la zone, grosso modo, des 36,5, 37, d'accord? On break, attention, ça risque de s'envoler, les objectifs suivants sont à 39, 40 et 44,5. Donc très positif pour le moment sur Verallia. Voltalia qui est en train également de se relever. On a fait, comme je vous l'explique, toujours, c'est à partir du moment où on casse le plus bas historique qu'il faut commencer à s'intéresser pour du trading à du retournement. La cassure du plus bas historique, il a lieu ici. Derrière, on fait le pullback, etc. Et on a la belle petite congestion qui est là. Alors c'est du trading, attention, c'est pas pour tout le monde, mais on avait une belle congestion qui est ici, on break, et là pour le moment on break même ce niveau là, donc ça c'est intéressant. Pour moi il faut la suivre, hein. Voltalia, on repasse au-dessus de la moyenne mobile ici journalière, et même on est en train, vous voyez, on a le signal, un début de signal hebdo, donc c'est intéressant ici, voilà, beau petit signal hebdo. Donc est-ce que on a, je dis pas qu'on va aller taper les plus hauts historiques demain matin, mais éventuellement, pourquoi pas revenir, voilà, ce serait pas non plus fou, hein, de revenir sur les plus hauts de janvier, là, voilà, ça fait quand même un potentiel de 20-25%, pourquoi pas pour du trading, d'accord. Air Liquide, donc évidemment Air Liquide c'est une valeur adorée. Moi je pense que, je vous l'ai dit, j'en ai parlé déjà il y a à peu près un mois, pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'investissement, ça n'empêche pas qu'on est sur une belle valeur, ça n'empêche pas que dès qu'on touche des niveaux techniques, eh bien on le voit, il y a des mèches basses qui se mettent en place. Pour autant, moi je pense que c'est une valeur qui risque très certainement, voilà, de faire quelque chose comme ça, et que l'opportunité serait, alors attention, hein, elle peut bien évidemment partir à la hausse et faire quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, ça ne constitue pas une opportunité. Pour moi, l'opportunité, c'est si, éventuellement, on revient tester, voilà, des zones de bas de canal, voilà. Alors, si vous êtes dedans, je ne vous dis pas de vendre, attention, hein, mais
pour moi, voilà, éventuellement. Oh, décidément, aujourd'hui, voilà. Ok, donc bas de canal plutôt pour aller chercher le haut de canal, toujours. Et puis je pars aux États-Unis. Alors, Fortinet, on me l'a demandé. Ben, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, cette action-là. Hop, je nettoie un peu tout ça. Donc, on avait ici, vous voyez, donc on avait le support oblique. Hop, je nettoie. Je suis en graphique. Je suis en graphique hebdo. Hein. Donc, on avait ici le support. Il a été enfoncé à réintégrer. Donc, plutôt pas mal. Donc, je pense, voilà, cette zone, si vous voulez investir, peut être une première zone pas mal. Donc la zone de 60 $ jusqu'à 62 $ peut être une première zone pas mal. Et après on verra, je pense là aussi hein, qu'on est sur une espèce de construction de figure un petit peu. Voilà, on verra. On manque d'éléments. Mais en tout cas, voilà, premier investissement éventuellement dans cette zone-là. Donc voilà, 60, 62, etc., etc. Donc plutôt pas mal. Meta, alors évidemment, Meta, bon... Faut pas s'affoler hein, sur Meta, évidemment, hein, il y a une prise de bénéfice, mais bon, quel parcours, lorsque, évidemment, on trace depuis le 31 octobre, il y a eu une progression de 500%, donc bien évidemment que vous pouvez avoir du retracement. Moi, je pense que, voilà, on va avoir de la construction de figures, tiens, j'efface tout. On peut avoir de la construction de figures, mais pour un trader, voilà, minimum, pour un trader, minimum un repli voilà, dans cette zone ici. Alors ça peut faire comme ça d'ailleurs. Hop, ça peut faire support. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir quelque chose qui ressemblerait. Donc on a eu la baisse et on peut avoir la construction d'une figure pour éventuellement tenter quelque chose. D'accord. Si vous avez ça, ok. Ça peut être pas mal. Mais tant que vous n'avez pas ça, pour moi, on n'est pas sur une opportunité extrêmement forte. Ok. Et avant de passer au titre à suivre, évidemment Tesla. Alors Tesla, on s'est bien marré hein, toute la semaine. Tout le monde nous a dit c'est la fin de Tesla. Donc je dois dire que je suis assez content puisque celle-ci, vous le savez, depuis décembre 2023, on attendait cette zone. Pratiquement une vidéo sur deux, hein, depuis 4 mois, on disait cette zone. Et évidemment, lorsque nous sommes arrivés sur cette zone, c'est-à-dire lorsque nous sommes arrivés sur cette zone le 22 avril, vous avez tout le monde qui nous a expliqué que c'était la fin de Tesla et que ben, ça allait lâcher par le bas. Et puis, évidemment, il y en a qui ont joué éventuellement le rebond. Ça a fonctionné très bien. Il vaut mieux éviter quand même de jouer les résultats. Vous savez ce que je pense là-dessus. Je vais pas... voilà. Sauf si on est investisseur. Hein. Investisseur, vous jouez les résultats, bien évidemment. Vous avez une vision sur 4-5 ans. Mais pour du swing trading, jouer les résultats, c'est pas une bonne idée. Bon, voilà. On est revenu sur la zone. La zone, elle a généré un rebond de 25%. C'est magnifique. Maintenant, si on est tout à fait honnête, les résultats, ils sont pas bons de Tesla. Hein, d'accord. Donc, il faut aussi être totalement honnête. Les prévisions des fondamentalistes ont été bonnes, en ce sens qu'ils avaient prévu des résultats qui n'étaient pas bons, et les résultats, ils n'ont pas été bons. Là aussi, on nous prétexte que la conférence de Elon Musk, avec un nouveau modèle, etc., etc., bon, très bien, mais malgré tout, les résultats, ils ne sont pas bons, la valorisation est élevée, et donc on risque à tout moment un retour au minima, à minima au plus bas du gap. Donc ceux qui ont joué les résultats, et il y en a qui les ont joués, donc il y en a qui ont joué la zone qu'on avait proposée, bravo à eux, c'est super. Maintenant ne soyez pas non plus, voilà, vous mettez un stop. Je pense que mettre un stop pour moi ici, aux alentours des 155, 156, 157, c'est bien. Si ça retrace, bah, vous aurez fait un gain, allez, on va dire, de, je sais pas moi, de 10%, c'est pas si mal que ça. Et puis, si finalement, effectivement, l'analyse technique est vraiment trop pertinente en comparaison à l'analyse fondamentale et que, quelque part, vous revenez là, eh ben, ma foi, vous accompagnerez au fur et à mesure. Ok. Donc voilà, je suis positif sur Tesla à moyen terme, malgré tout. Hein, moi, l'analyse technique, elle me dit quoi? Elle me dit que tant qu'on tient le support ici, c'est positif. Donc tant que Tesla reste au-dessus des 128 $, pardon, excusez-moi, eh bien, il faut rester positif sur Tesla. Ok. Voilà, et puis donc le titre à suivre, hein, avec Tissel.
Donc, qui est un petit titre belge, vous le savez, qui est en train de congestionner. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils annoncent les résultats. On avait cette oblique baissière ici. L'oblique baissière a été cassée. Et là, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, vous le savez, c'est qu'on a la mise en place de la petite congestion avec très peu de volume. Donc, je ne sais pas là aussi quand est-ce qu'ils vont regarder quand est-ce qu'ils vont publier les résultats. Donc, regardez-le. Mais en tout cas, la configuration, elle est intéressante. Avant de terminer, je veux vous dire que il est très important que vous alliez voir la vidéo sur les produits structurés. C'est une vidéo qui a très bien marché. Toutes celles et ceux qui l'ont vue nous ont fait des retours parce que c'est une vidéo qui n'a jamais été faite. Donc, vidéo hyper intéressante si vous voulez vous diversifier en maîtrisant du risque tout en profitant de la hausse des marchés financiers avec des rendements qui sont quand même très intéressants. Donc vraiment, allez voir cette vidéo. Et enfin, ce que je voulais encore une fois vous dire, c'est vous remercier pour vos soutiens toujours aussi incroyables, toujours aussi exceptionnels. Je sais que ce n'est pas des marchés faciles. Je sais aussi que ceux qui s'accrochent en 2024 sont ceux qui gagneront dans les années à venir. Donc merci beaucoup pour vos soutiens, merci pour vos commentaires. Chaque fois que, voilà, la meilleure manière de me remercier, vous le savez, vous laissez un petit commentaire, vous parlez des vidéos autour de vous et sur les réseaux. Et franchement, je ne demande pas plus que ça me permet moi derrière de pouvoir aller voir d'autres intervenants pour qu'ils puissent, eux, venir gratuitement sur la chaîne vous livrer encore plus de contenu. Je vous embrasse, merci mille fois pour votre gentillesse, merci mille fois pour votre bienveillance. Prenez soin, c'est le plus important, de vos proches. Et puis, on se retrouve le week-end prochain. A plus, bon week-end. Ciao, ciao.